Découvre la plateforme Edutype, donc vous avez un chat alors sur la droite, je pense, de votre écran comme nous. Donc n'hésitez pas à poster des messages. Donc là, je pense que vous nous entendez, ça a l'air d'être bon. Je pense que c'est bon. On va démarrer, il est 17 heures. Donc bienvenue à tous pour ce webinaire. Donc aujourd'hui avec Bruno avec moi, Bruno Bonacci de la Malterie du Château. Donc c'est un webinaire aujourd'hui, nous allons parler de production, de la production des levures, de la qualité et de la durée de vie des levures sèches, donc Fermentis. Donc au webinaire aujourd'hui, sponsorisé par Malterie du Château. Donc je me présente rapidement, donc, je suis Alexia Didier, responsable technico-commercial sur la région France et Belgique Wallonne, donc pour les levures sèches Fermentis, principalement pour le segment brasserie. Et Bruno, je vais te laisser te présenter aussi. Donc, Bruno Bonachelli, je travaille comme consultant pour la Malterie du Château sur un plan technique et pas vraiment sur un plan commercial. Moi, je viens de 25 ans de brasserie industrielle et je suis à présent responsable de ma propre brasserie en région liégeoise en Belgique. Et le rôle aujourd'hui sera de vous faire une petite introduction sur ce que fait Malterie du Château, mais surtout recueillir vos questions dans le chat pour les distribuer après l'exposé d'Alexia. Donc, bienvenue à tout le monde. Merci Bruno. Donc, comme vous le voyez ici, donc ça va être un webinaire de plus ou moins 1 heure. On va voir si les questions pourraient prendre parfois du temps à la fin. Donc il y aura plus ou moins 45 minutes de présentation et on vous laissera un temps de questions à la fin. Donc comme Bruno l'a dit, vous avez un chat, vous pouvez poser vos questions, envoyer vos commentaires et on pourra y revenir en fin de présentation. Donc au programme assez simple et comme le titre l'indique, on va parler production, méthode de production des levures sèches Fermentis, également d'un point de vue qualité et également quelques études que je vous présente à la fin sur la durée de vie, la durée de conservation et quelles conditions de conservation pour les levures. Et Bruno, je te laisse la parole si tu veux pour la partie de présentation de Malterie du Château. Voici. Donc, en quelques mots, donc la Malterie du Château, qui est une malterie encore à taille familiale et humaine en Belgique, a la particularité d'être focalisée sur les maltes spéciaux. Bon, les maltes bases sont aussi produits par la Malterie du Château, mais la grande spécialité de la maison, c'est de produire une grande gamme de maltes différents qui vont permettre de faire une grande gamme de bières, bien entendu, par conséquence. Alors, les maltes de la Malterie du Château, de fait, font le tour du monde, puisqu'il y a à peu près 3000 brasseurs à l'heure actuelle qui font confiance à la Malterie du Château, et ceux-ci répartis dans 147 pays différents. Donc, vous pouvez imaginer qu'on est à peu près dans toute la planète bière quand on parle de ce genre de chiffres. Alors, il y a quelque temps, la Malterie du Château vient de dépasser l'offre de 100 maltes différents. Alors évidemment, c'est effectivement pléthore. On n'est pas obligé d'avoir 100 maltes dans sa brasserie, bien entendu, mais on peut vraiment accéder à une large gamme de produits, comme je le disais, et en les combinant, de fait, à un nombre infini de possibilités en matière de bière. Voilà, donc on pourrait partager les maltes en 4 grandes familles. Qui sont ici. Donc, il y a des maltes bio d'abord, c'est bon de le souligner. Tous les maltes de la Malterie du Château ne sont pas bio, mais on peut trouver assez de maltes bio pour vraiment faire toute la palette de bières qu'on pourrait vouloir. Il y a les maltes exclusifs, je n'ai pas le temps hélas de développer aujourd'hui, mais qui concernent des applications très particulières. Les maltes de distillerie qui sont par exemple présentés ici, qui vont être des maltes pour avoir des très hauts rendements en extrait et bon, beaucoup d'efficacité au brassage. Les maltes caramel qui sont un domaine très très particulier dont nous aimons toujours bien d'exposer toutes les particularités tant du process de fabrication que des résultats qu'on aura sur la bière finie. Mais il y a évidemment aussi tous les maltes classiques, des maltes bases aux maltes plus ou moins touraillés, les maltes qui vont être torréfiés et autres. Là, on n'a hélas pas le temps d'expliquer toute la gamme ici. Par contre, on insiste sur le fait que voilà, la taille de la société permet d'innover beaucoup sans avoir besoin
de passer beaucoup de barrières dans la hiérarchie quand on a des idées pour des nouveaux maltes. Il est important de savoir que la malterie du château garde un contact très très proche avec ses clients. Donc, il y a toujours moyen de consulter pour avoir des avis sur des recettes ou des substitutions à certains maltes. La malterie du château est aussi très très focalisée, comme je le disais, sur l'aspect bio, mais aussi l'aspect vert. Bon, c'est un peu court pour développer ici, mais il y a énormément, par exemple, d'énergie verte qui est générée par la malterie, beaucoup d'économies d'énergie dans la production. Malterie du Château est aussi distributeur pour les produits fermentis, mais ça, je laisserai Alexia m'en parler certainement mieux. Je ne vais pas donc avoir beaucoup de temps pour développer au-delà. Je vous remercie. N'hésitez pas à écrire tout ce que vous voulez sur le chat. Je relève. Donc, écrivez-le bien. Et à la fin de l'exposé d'Alexia, nous reviendrons sur vos questions. Voilà. Merci beaucoup. Bruno, je te remercie. On a parlé du chat, donc j'ai été peut-être un peu vite. On a parlé du chat, effectivement, vous pouvez poser vos questions et écrire vos commentaires, parce que vous ne les verrez pas, mais sachez que nous, on les reçoit. Bruno, en tout cas, est là pour relever tout ce qui va arriver via le chat. Donc, merci Bruno d'avoir parlé de la malterie. Je fais un petit point aussi rapide sur Fermentis et qui on est. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, on appartient au groupe Le Safre, donc un groupe familial également historique finalement. Donc le Safre est présent aussi à travers le monde entier. Donc c'est à peu près, alors aujourd'hui on est certainement un peu au-delà, mais on est environ 10 000 collaborateurs donc à travers le monde entier. Au niveau des sites de production, que ce soit pour la levure de bière Fermentis ou même une levure de panification, on a 63 sites de production répartis à travers le monde. Et comme la partie panification que vous voyez ici représente encore aujourd'hui à peu près 80% du chiffre d'affaires le Safre, on estime qu'un pain sur 3 dans le monde est élaboré avec une levure de Safre. Donc, vous voyez ici tout ce qui s'articule autour du groupe, des activités du groupe Le Safre. Donc, il y a la partie panification, bien sûr. Il y a aussi également donc, les levures au service du bien-être et de la santé. Vous avez par exemple donc, LHC, donc pour préciser, j'ai peut-être pas précisé, mais que ce soit Fermentis par exemple ou LHC Filéo, nous sommes des business units, c'est-à-dire que d'un point de vue juridique, nous ne sommes pas des sociétés à part entière. Nous appartenons au groupe Le Safre, notamment pour la partie production. Donc LHC ici, par exemple, les levures sont au service de la santé humaine. Pour Filéo, ce sera la santé animale. Et Agroxine pour les plantes. Le grand pôle aussi ici d'activité en tout ce qui concerne les biotechnologies industrielles, donc vous avez notamment le bioéthanol. Et Fermentis ici, on se situe dans la partie goût et plaisir alimentaire. Voilà, donc Fermentis pour tout ce qui est production, fermentation pour des boissons donc fermentées, que ce soit bière, que ce soit vin, spiritueux et autres, du cidre, kombucha, etc. Pour mieux vous situer, donc ici à Lille, en France, vous avez donc le siège de Le Safre, le siège historique de Le Safre, avec une usine qui permet la production des levures de panification. Et donc Fermentis, nous sommes aussi ici assiégés à Lille, mais nos levures ne sont pas produites ici à Lille, elles sont produites à Gand, en Belgique, donc il y a à peu près 1 heure de route ici entre les deux. On passe la frontière belge et on y est. Donc, vous voyez ici une vue aérienne de l'usine à Gand, qui est Algis Brugman, qui produit la quasi-totalité des levures Fermentis. Et donc, ici, un peu plus en détail de ce qu'on y trouve à l'intérieur, et j'y reviens par la suite. La gamme brasserie aujourd'hui, donc, vous avez la liste exhaustive ici. Donc, on a bien sûr des souches sous la marque Saf Lager, donc nos 3 souches de fermentation basse. Également la marque Saf Ale, qui inclut également la F2, qui est la souche sélectionnée spécialement pour la refermentation en bouteille. Et vous avez également la marque Saf Brew, qui existait autrefois. Moi, je suis là depuis à peu près 2 ans, mais donc il y a 2 ans, Saf Brew n'existait pas et on l'a remis au goût du jour pour tout ce qui est produit un petit peu particulier. Sans aller dans le détail, LA01 par exemple, LA, ça sera pour low alcool, donc c'est une souche qui sera spécifiquement utilisée pour des bières faibles sans alcool. Et donc HA18, DA16 sont des mix 50-50 enzymes et levures. On a également développé, donc on s'oriente aussi vers d'autres directions que la levure, puisqu'on peut, le monde du vivant des micro-organismes est vaste. Alors les levures, oui, mais on a également développé là ici une bactérie, donc pour tout ce qui est bière acide, donc c'est Saf Sour LP652 pour son petit nom, qui est un lactobacille.
Et puis alors ces deux catégories ici, ce qu'on appelle produits fonctionnels et aide à la fermentation, ce ne sont pas des levures à proprement parler, ce sont des produits dérivés de levure. C'est-à-dire qu'on va garder, conserver vraiment un composé d'intérêt dans la levure qui nous permet de développer, d'innover sur ce type de produit. Par exemple, le Spring Blanche est un produit fonctionnel qui permet de créer et maintenir un trouble dans la bière. Par exemple, cela fera l'objet d'un futur webinaire si ça vous intéresse un petit peu, j'y reviendrai plus tard. Et donc le Spring Ferm BR2, ici, dans les aides à la fermentation, qui contient tout un tas de nutriments. Donc ça aide, comme son nom l'indique, aide à la fermentation dans le cas d'une fermentation bloquée, par exemple. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Première grande partie, je vais un petit peu vous présenter de quelle façon on produit les levures fermentisses et puis les différentes techniques qui s'articulent autour. Donc, voici le schéma, donc le process qui schématise le process de production des levures, donc le safre, hein, puisque là, c'est peut-être un peu petit, mais vous avez ici donc aussi bien de la levure liquide, fraîche et donc sèche, comme pour nous, fermentistes. Donc tout va démarrer en laboratoire, donc au centre de recherche et développement, le SAFRE, où les souches sont conservées à moins 80 degrés, donc dans des tubes gélosés. Et donc toujours en phase de laboratoire, nous allons commencer, une fois qu'on choisit d'utiliser une souche, de la produire. Donc on va passer déjà par des étapes de multiplication en laboratoire, donc de contenant en contenant, de plus gros volume en plus gros volume. Ici, on est à quelques grammes de levure. Et puis, on va vite se retrouver donc, en phase industrielle en usine. Donc là, on va avoir des étapes, donc pareil, de plus gros volume en plus gros volume. Donc là, il s'agit de produire de la biomasse. On est dans des étapes de propagation. Et ici, on arrive alors déjà à quelques tonnes. Et là, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire ici? On va pouvoir contrôler l'alimentation des levures. Donc, contrôler quoi? Contrôler l'apport en sucre. Donc, le milieu nutritif qu'on utilise pour la croissance de nos levures, c'est de la mélasse, qui est soit d'origine alors ce soit provient de la canne à sucre, soit de la betterave. On va contrôler aussi l'apport en oxygène, bien sûr, l'apport en nutriments, en vitamines, en oligo-éléments, donc de tout ce que la levure va avoir besoin. Et on arrive ici donc à plusieurs dizaines de tonnes, donc ce qu'on appelle finalement la génération commerciale. Et c'est donc cette photo-là que vous avez pu voir aussi avant. Donc ce sera dans la levure et dans ces sortes de cuves donc gigantesques. Hein. Là, on est, il me semble, à 3000 hectolitres. Donc là, clairement, il faut monter plusieurs étages pour arriver au sommet. Là, on est entre 4 et 5 tonnes de levure. Et donc ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a atteint donc, le volume souhaité de notre levure, eh bien, on va passer par une étape de centrifugation pour séparer la levure de son milieu. Et donc, on va conserver la levure ensuite. Donc là, on peut la stocker assez longtemps finalement, tant qu'elle est stockée aux alentours de 4 degrés. À 4 degrés. Donc là, on a notre crème de levure. Si par la suite, on veut obtenir de la levure liquide, eh bien, on a une recette secrète finalement, par souche aussi, pour préparer cette crème de levure et obtenir de la levure liquide. Et si on souhaite aller plus loin dans le processus de transformation, on va passer par cette étape de filtre rotatif, donc schématisé, illustré ici en image. Donc un filtre rotatif, ça se représente de cette façon-là. Donc la levure arrive sur un tapis et ce tapis va donc rouler donc, sur ces filtres-là en continu. Et donc vous avez des sortes de couteaux ici, qu'on voit mieux ici, qui va venir racler en fait la levure. Et là, l'objectif, c'est donc de séparer encore une fois la levure, d'extraire la quantité d'eau voulue. Et donc là, à partir de là, on récupère donc, cette sorte de consistance de levure donc, qui va s'apparenter à de la levure fraîche. Et donc c'est comme ça, à la suite du filtre, on va avoir une étape d'extrusion. Donc là, la levure arrive dans une extrudeuse qui donc, va permettre d'obtenir cette sorte de spaghetti. En fait, ça va presser la levure. Et à partir de là, elle va pouvoir être divisée en blocs et puis conditionnée. Donc c'est les fameux petits cubes de levure fraîche, par exemple, que vous connaissez, vous pouvez retrouver en supermarché. Donc notamment pour faire le pain, donc la levure de boulanger. Et donc une étape supplémentaire, bien sûr, si on veut obtenir de la levure sèche, et bien donc l'étape de séchage, qui est une méthode assez douce, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un procédé d'atomisation, par exemple, on est sur une méthode de lit fluidisé. Donc la levure arrive sur un tapis roulant, et puis donc un tapis perforé, et un air arrive par le dessous, et ce qui va permettre de sécher la levure et d'enlever un maximum d'eau. Donc avant séchage, voilà la levure, comment elle va se présenter.
Donc là, une vue au microscope électronique, eh bien, vous voyez que là, les cellules sont en pleine turgescence, donc la surface assez plutôt lisse des cellules. On est entre 25 et 30% de matière sèche, donc le reste étant eh bien, liquide. Et après séchage, voilà ce qu'on obtient. Donc les levures, eh bien, on le voit ici très bien, la membrane en fait va se rétracter sur les cellules et on peut même voir à travers ici quelques organites. Et là, on est plutôt aux alentours de 94-95% de matière sèche, avec donc cette surface irrégulière. Et là, donc un petit peu dégrossi, toujours vu au microscope. Et là, c'est donc ce que vous avez dans vos paquets, les fameuses levures, les paillettes de levure sèche. Voilà. Et ça, vous le retrouverez plusieurs fois dans la présentation, c'est levure sèche active. Pour la durée de vie, donc j'y reviens aussi à la fin de cette présentation, mais on est sur une DLUO, maintenant on dit une DDM, date de durabilité minimale de 3 ans. Un emballage sous vide, bien sûr, pour protéger contre l'oxygène, l'humidité et d'éventuels contaminants. Et une fois qu'un paquet de levure est ouvert, ça, c'est toujours la question qui se pose, combien de temps on peut le conserver, comment on peut le conserver. Eh bien, la conservation se fera bien sûr au froid, si possible, si vous pouvez mettre sous vide. Et donc, entre 7 et 10 jours, grand maximum, vous pouvez utiliser un paquet de levure qui a été ouvert en le conservant donc, dans ces bonnes conditions que je viens de citer. Différentes techniques de production pour obtenir la meilleure levure possible. Premièrement, qu'est-ce qu'on va faire? On va stopper la multiplication. Donc, je disais, le but, c'est d'obtenir donc, le plus de levure possible. Donc, on va les propager, elles vont se multiplier, elles vont produire de la biomasse. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, ça va être stopper la multiplication des cellules de levure. Donc là, typiquement, vous avez le schéma représentatif du cycle de reproduction d'une levure par voie asexuée. La levure étant un micro-champignon, peut utiliser 2 voies pour se reproduire, sexuée, asexuée. Donc sexuée, c'est tout simplement la production des spores. Les levures vont se brûler. Par contre, quand on est dans une... elles utilisent la voie asexuée pour se reproduire, donc elles vont bourgeonner, elles vont se diviser. Donc là, sans aller dans le détail, vous voyez ici une levure bien entière, bien complète, unique. Et donc, le cycle, eh qu'est-ce qu'elle va faire? Forcément, elle va répliquer son ADN, qui va ensuite migrer, et puis on a finalement la formation de 2 cellules au lieu une cellule mère, et donc la cellule fille ici. Et donc, l'objectif pour avoir une cellule de levure qui soit capable après de résister au séchage et de fermenter dans les meilleures conditions, l'objectif, c'est d'avoir une cellule qui ait cet aspect-là, qui soit de ce type-là, c'est-à-dire entière, sans cicatrice de bourgeonnement à sa surface. L'objectif, voilà, comme je disais, c'est d'avoir une levure qui ne soit pas en cours de division. Donc, dans ces énormes cuves, par exemple, que vous avez vues juste avant en photo, eh bien, les levures, il faut bien comprendre que toutes les levures ne sont pas au même stade de ce cycle. On va stopper la multiplication des levures. Donc, comment? On va, je disais, on contrôle l'apport en oxygène, en sucre, et bien, on va bloquer à un instant T. Donc, la majorité des levures vont être dans cette phase-là. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir obtenir la meilleure levure possible. Deuxième technique, schématisée ici, vous pouvez imaginer la membrane de la levure avec le milieu extérieur et le milieu intérieur. Et dans cette membrane sont insérés des transporteurs au sucre, notamment pour l'assimilation du glucose, qui est le sucre simple, va passer à travers ces canaux spécifiques ici dans la membrane de levure. Donc, quand on va sécher la levure, en quelque sorte, on la fige. Donc, on va faire en sorte que ces transporteurs restent ouverts au moment du séchage, et ce qui fait que quand la levure va être réhydratée, eh bien, elle aura plus facile à assimiler les sucres et l'assimilation va se faire plus rapidement. Troisième technique ici, teneur en tréhalose. Donc, le tréhalose, qu'est-ce que c'est? C'est un sucre de réserve qui est produit donc, par la levure quand elle est stressée. Toujours ici, schématisé, donc imaginez que c'est la membrane donc, en surface de la levure, qui est principalement constituée de lipides. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on va sécher? Eh bien, on va retirer donc l'eau et il pourrait se produire quelques dommages dans cette membrane et donc fragiliser la cellule de levure. Avec le tréhalose, donc, on va volontairement stresser la levure, appliquer certaines conditions stressantes pour qu'elle produise ce tréhalose. Et le rôle du tréhalose, c'est d'aller s'insérer dans cette membrane et tout simplement de remplacer les molécules d'eau qui sont parties lors du séchage. Ce qui va permettre de solidifier la membrane et voilà, de maintenir cet édifice de la cellule. Quatrième point, j'en ai parlé avant, la méthode de séchage qu'on utilise, on dit sur lit fluidisé. Donc la levure arrive sur un tapis et l'air vient par le dessous. Cette méthode-là, qui a une température assez faible, assez douce pour la levure, va permettre d'éviter, lorsque la levure va sécher, on l'a vu, la membrane se replie.
eh bien, par exemple, si vous avez un séchage trop dur, vraiment, surtout à une température très élevée, la membrane va se replier vraiment rapidement et vous avez un risque d'avoir des sortes d'endovésicules, ce qui va dans tous les cas fragiliser la levure. Et cinquième et dernier point important pour avoir une levure la meilleure possible, c'est ajouter un émulsifiant. Si vous regardez sur la composition de nos paquets de levure, vous avez donc la Saccharomyces cerevisiae dans le cas d'une fermentation haute, d'une levure de fermentation haute, sinon Saccharomyces pastorianus pour les lagers. Et vous avez également un émulsifiant qui est le E480 donc le monostéarate de sorbitane, qui est sourcé donc d'origine végétale et qui va favoriser l'hydratation de la levure. Voilà pour cette partie-là. J'ai vu aussi sur le chat, donc Bruno a précisé, n'hésitez pas déjà à poser vos questions. On y reviendra à la fin dans tous les cas. Un point maintenant, donc deuxième partie, j'ai dit, on va parler un petit peu des procédures qualité qui sont mises en œuvre et qui doivent être absolument, qui sont scrupuleusement respectées, et aussi donc des spécifications. Procédure qualité, donc on l'a vu tout à l'heure, quand on produit cette levure, on passe déjà bien sûr sur phase laboratoire avant de partir en usine pour l'industrialiser et commercialiser une levure. Donc on décide de sélectionner une nouvelle souche de levure. Elle va rentrer déjà premièrement donc, dans la collection de levure, la banque de souches, le SAF, dans la banque de souches qu'on appelle R&D, puisque toutes en fait ces étapes-là se déroulent vraiment dans le centre de recherche et développement de l'ESAF. Vous voyez qu'à chaque étape, nous faisons des tests de génétique, de pureté et de propriété sur les souches. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors génétique, eh bien, on va faire des analyses génétiques pour voir si la souche qu'on a sélectionnée au départ est toujours la même, si elle a bien toujours donc, les mêmes propriétés. Par exemple, je ne sais pas, moi, une levure qui serait POV positive, eh bien, on contrôle qu'elle puisse toujours produire des phénols. Et en termes de pureté, bah là, c'est tout ce qui est microbiologique. Donc la levure va d'abord rentrer donc, dans la banque de souches qu'on appelle R&D. Si ensuite on décide de la sélectionner eh bien, pour l'industrialiser, on va forcément donc, entrer dans une phase de multiplication. Et là, elle rentre dans une banque de souches dite industrielle. À partir de là, elle est dans la banque de souches industrielle, donc la souche est potentiellement industrialisable, elle va pouvoir être séchée, elle va pouvoir être commercialisée. On va de nouveau réaliser des analyses dessus, une phase de multiplication, et on arrive cette fois à un tube de cellules filles. On a pu récupérer des cellules filles à partir de la cellule mère qui est en banque de souche. Et donc, encore une fois, des tests de génétique et de propriété. Et donc là, la levure va partir à l'usine. C'est ce que vous avez représenté ici. Donc les étapes suivantes sont cette fois la partie industrielle en usine. Donc réception des cellules filles qui vont, donc là c'est à partir de là que ce que vous retrouvez sur le schéma tout à l'heure, donc la phase laboratoire. Donc là on va, comme je vous disais, commencer à propager la levure pour avoir de la biomasse et avoir de plus en plus eh bien, de levure, de population de levure. On va réaliser un contrôle de pureté, voilà, pour éviter toute contamination et donc, on a ensuite donc, la phase industrielle, c'est ce qu'on a vu dans ces énormes cuves de 3000 hectolitres. On produit de la biomasse, on la sèche, et après donc, on va la stocker. Bien souvent, une levure qui est produite, une production n'est pas forcément sur le marché le lendemain, donc ensuite on la stocke. Et à partir de là, on va réaliser toute une batterie d'analyses qui sont finalement les plus importantes avant libération du lot de levure, de l'eau de levure qui a été produit sur le marché. Donc on réalise de nouveau des analyses donc plutôt microbiologiques pour la pureté, composition aussi également, et bien voir s'il n'y a pas autre chose dans la levure que des micro-organismes par exemple. Des tests de vieillissement aussi, donc là c'est tout ce qui va concerner la conservation, la durée de vie des levures, et des tests aussi en ce qui concerne toujours les propriétés pour voir si la levure est donc toujours performante et efficace. Et donc là on arrive finalement, et bien la levure arrive jusqu'à vous. Voilà. On va parler ici, donc j'ai dit, des spécifications en microbiologie que vous retrouvez donc sur chaque fiche technique pour toutes nos levures. Donc ici, on va d'abord faire un focus sur les levures de fermentation haute, donc les ale. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui est détaillé? Alors en termes de levure viable, donc vraiment une cellule de levure viable que vous avez dans votre paquet, donc on parle bien du nombre de levures que vous avez dans votre paquet. Donc là, vous verrez souvent, on parle en UFC. UFC, c'est unité formant colonie, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une cellule qui va être capable de fermenter derrière. Dans un paquet de levure, donc que ce soit 11 grammes, 500 grammes, ici, c'est exprimé par gramme. Vous avez 10 milliards de cellules pour les fermentations hautes par gramme.
Également, donc là, en ce qui concerne les bactéries, donc là, ça sera Lactic Acinetobacteria. Donc là, nos spécifications indiquent qu'on ne doit pas dépasser le seuil de une cellule, une bactérie donc là pour 10 millions de cellules de levure. Pour les bactéries acétiques, c'est la même chose. Pour Pediococcus, c'est la même chose. Et donc, en bactéries totales, on a un seuil à ne pas dépasser qui est 5 UFC, 5 cellules, 5 bactéries, pour 10 millions de cellules de levure. Et donc, ce seuil-là, on peut l'avancer puisqu'on est capable de dire qu'en dessous de ce seuil, il ne peut pas y avoir de croissance de bactéries due à la présence de blond et d'alcool, bien sûr, dans une bière. Et en termes de levure sauvage, donc levure sauvage, on s'en réfère à la méthode EBC qui indique une levure sauvage, qu'est-ce que c'est? C'est donc tout ce qui est non-Saccharomyces. Et là, donc, le seuil à ne pas dépasser, ça va être une unité pharmacologie, une cellule de levure sauvage pour 10 millions de cellules de levure. Et donc, ce seuil-là permet d'indiquer qu'en dessous de ce seuil, même s'il y a la présence de moins d'un UFC par 10 millions de cellules, ça n'affectera pas la fermentation. Si on regarde maintenant donc, les levures de fermentation honte, on recommande un dosage de 50 grammes par hectolitre. Donc, ça signifie quoi finalement? Ça veut dire qu'en levure viable, donc on disait il y en a 10 milliards par gramme, et bien là, par millilitre, vous allez vous retrouver avec 5 millions de cellules de levure par millilitre. Au niveau des bactéries, donc on parlait des lactiques, acé, coccus, vous avez moins d'une cellule par millilitre. Et donc, ce qui signifie, ça veut dire moins d'une bactérie pour 10 millions de cellules de levure viables. En d'autres termes, si on regarde, si on parle de pureté, alors la pureté à 100%, ça c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. C'est impossible d'avoir quelque chose de pur à 100%, d'être stérile à 100%. On a ici une pureté, si on fait le calcul, de 99,999. Si on regarde ce qui se passe pour les lagers maintenant, donc là, je disais tout à l'heure 10 milliards de cellules viables par gramme pour les ale. Pour les lagers, on est un peu inférieur. On est à 6 milliards de cellules par gramme de cellules viables de levure. Inférieur pourquoi? Eh bien, les levures de fermentation basse, les lagers, sont un petit peu plus sensibles. Elles ont un temps de dédoublement qui est inférieur. C'est pourquoi on en a moins, un petit peu moins au départ. Sinon, pour tout ce qui est bactéries, eh bien, on est toujours sur la même spécification, donc inférieure à 1 UFC, à une UFC, pardon. Là, d'ailleurs, il y a une erreur, c'est toujours inférieur à 5 UFC, comme pour les ale. Donc, toujours le même seuil aussi ici pour les sauvages, inférieur à 1. Et maintenant, donc, si on regarde, si on comprend ça en se disant, on ensemence à 100 grammes par hectolitre, donc la levure de fermentation basse, qui est la recommandation donnée par Fermentis, eh bien, ça nous fait finalement au minimum 6 millions de cellules par millilitre. Pour ce qui est des bactéries, toujours la même chose, on peut comprendre qu'il y aura moins d'une, en tout cas une maximum, bactéries pour 6 millions de cellules de levure lager viable. C'est toujours le même niveau de pureté, qui n'est jamais à 100%. Je vais entamer donc cette partie-là sur la durée de vie de la levure sèche, qui vous allez voir, on va revoir plusieurs résultats d'études qui ont été menées, donc des tests de vieillissement. Un test de vieillissement permet de proposer, d'apposer une date d'utilisation de la levure. Donc on va voir ici, donc première partie, combien de temps la levure peut-elle conserver? Donc ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est 3 ans chez nous pour la date d'utilisation de nos levures. Donc admettons une levure qui a été produite en 2020. Donc 2021, on est bon. 2022 et 2023, donc elle arrive à, donc je disais, ce sera DDM, on n'utilise plus vraiment DLUO, DDM qui est date de durabilité minimale. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut encore l'utiliser? Comment on la conserve? Donc test de vieillissement dans un premier temps accéléré. Un test de vieillissement accéléré, ça veut dire quoi? Accéléré, vous le voyez ici. On va comparer 2 souches. Donc, j'appelle ça donc LSA, ça sera toujours pour levure sèche active. Donc, une levure fraîche, autrement dit jeune, qui sort de production, qui est dans sa première année de vie, on va dire, ses premiers mois même. Et on va comparer ça avec une levure vieillie, une levure qui serait plus âgée, donc à 3 ou 4 ans. Et ici, en vieillissement accéléré, donc on va appliquer une certaine température à un certain temps donné pour avoir un équivalent en vieillissement naturel. Et ici, la levure qu'on va tester, qu'on a ici, qu'on appelle vieillie, elle a suivi donc, ce test de vieillissement accéléré et on lui a donné l'équivalent de 4 ans d'un vieillissement naturel. Et donc, on va les comparer, on va regarder ce qui se passe en termes de viabilité. Est-ce que la viabilité pourrait diminuer? Ce qui se passe sur la cinétique de fermentation, est-ce que la fermentation sera plus longue? Est-ce qu'elle va arriver à son terme?
Et également sur l'analyse donc des volatiles, la production d'ester, d'alcool supérieur et donc d'éthanol également. Donc ici, alors c'est la S04 ici qui sera, les résultats sont affichés pour la S04, mais donc ces tests-là, bien sûr, sont effectués sur chacune de nos souches. Donc la S04 ici, d'un point de vue statistique, donc on a réalisé 5 brassins pour obtenir ces résultats. Donc S04 qui est une fermentation haute, hein, je rappelle. Sur ce graphique, vous avez la mesure de viabilité ici sur l'axe vertical en pourcentage, et vous avez donc 0, 2, 3, 4 ans. Donc on a une levure fraîche, donc qui est la référence. En fait, ici, on part du principe qu'ici, on a 100% de viabilité sur cette levure fraîche. Et on a donc une levure qui a été donc vieillie, qui a subi le test de vieillissement, donc accéléré. On a aussi pour 2 ans, 3 ans et 4 ans. Donc qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, même à 4 ans, une levure qui aurait 4 ans de vie, sachant qu'on a quand même une DDM qui a 3 ans, eh bien, même à 4 ans de vie, on ne perd que 10% de viabilité au bout de ces 4 ans. Ici, donc là, on va regarder ce qui se passe sur le déroulé de la fermentation, donc la cinétique de fermentation. Donc là, toujours la S04 ici, toujours ces 5 brassins. D'ailleurs, des brassins, donc là, la levure a ici les conditions. On avait donc une levure en semence à 50 grammes hecto. On est sur un mou à 15 plateaux et une température de 20 degrés Celsius. Les courbes en bleu, alors c'est peut-être pas très visible, mais donc elles se superposent. Les courbes en bleu, donc vous avez la levure fraîche, jeune, et en rouge, vous avez donc la levure qui a été vieillie de manière forcée, mais qui a 4 ans, 4 ans de vie. Ici, la production d'éthanol, mais donc le déroulé de la fermentation. Et bien là, qu'est-ce qu'on constate? Donc les courbes, alors les 5 brassins, donc vous avez 5 courbes rouges, 5 courbes bleues. Et bien les courbes se superposent quasiment. Donc là, la fermentation s'est très bien déroulée, elle est arrivée à son terme, que la levure soit fraîche, jeune, ou que la levure soit âgée de 4 ans. Si on regarde maintenant pour les lagers, ici, celle qui est illustrée, comme je le disais, on les a toutes testées, mais c'est la SAF Lager, la W3470. Idem, on est sur une levure qui serait âgée donc, de 4 ans. Et donc là, 5 brassins, encore une fois, ici. Là, par contre, forcément, on est sur un taux d'ensemencement supérieur, on a 100 grammes hecto, toujours un départ à 15 plateaux, et on a fermenté, bien sûr, un peu plus bas, on est à 14 degrés Celsius. Donc, toujours ces courbes en bleu, donc c'est la levure fraîche, et donc la levure qui est âgée de 4 ans, en rouge ici. On voit que les courbes ont tendance à un petit peu moins se superposer ici à la fin. Surtout ici, en fait, on voit qu'il y a quand même un décrochage. Autant si on se replace avant, voilà, on distingue quand même, à part celle-ci, donc ce brassin où effectivement c'est un petit peu inférieur, la fermentation a peut-être été un petit peu plus lente ici. Mais par contre, pour les lagers, on voit quand même qu'il y a un décrochage ici. J'ai juste une notification, mon micro aurait tendance à couper. Bon. On va continuer comme ça. Bruno, n'hésite pas à me dire si c'est vraiment dérangeant. Donc je disais ici, pour cette lager-là, en tout cas, sur ces brassins d'essai, il y a quand même une différence assez marquée qui reste légère, mais donc la fermentation serait un petit peu plus lente et on arrive plus doucement au terme de la fermentation avec une levure qui aurait 4 années de vie. Donc, je disais, avec ces tests, on regarde aussi ce qui se passe en termes de production donc d'éthanol et des volatiles aussi. Alors ici, toujours là, toujours les levures de fermentation haute, mais vous avez donc la S04 dont on a parlé précédemment, mais vous avez aussi la quasi-totalité de la gamme ici des levures de fermentation haute. Donc là, qu'est-ce qu'on lit sur ce graphe à gauche? C'est la durée de fermentation, alors qui bien sûr n'est pas la même suivant les souches. Par exemple, S33, typiquement, on le sait, c'est une souche qui ne consomme pas le maltotriose, donc la fermentation forcément va être un peu plus rapide. Voilà. Mais donc, on regarde ici donc en rouge, les barres en orange, pardon, c'est donc la levure jeune, fraîche. Et en rouge, c'est la levure qui a déjà 4 ans d'existence. Donc, à prendre en compte toujours ces fameuses barres d'erreur qui sont donc d'incertitude statistique, mais on compare ici, donc à chaque fois pour une souche, eh bien, la différence est très... Il n'y a pas de différence, en fait, finalement. La durée de fermentation est similaire. Voilà, qu'on ait une levure jeune ou qu'on ait une levure qui est déjà 4 ans de vie. Et ici, donc, vous avez donc la quantité d'alcool d'éthanol produit par jour. Bien souvent, on se rend compte une S33 ou une T58 qui
va fermenter, donc un peu plus, pas rapidement, mais donc la durée de fermentation est moins longue. Donc forcément, elle va produire par jour un peu plus d'alcool. Mais là, encore une fois, différence très peu marquée, peut-être ici, mais encore, je parlais de cette barre d'erreur à prendre en compte, statistique, mais là, la différence, on ne constate pas de différence ici significative. Et ici, donc, la production des volatiles, donc principalement donc, les esters ici à gauche, les alcools supérieurs, et bien encore une fois, en fonction de chaque souche, il y a très très peu de différence aussi marquée sur la production. C'est la quantité d'ester totale, hein, bien sûr, et la quantité des alcools supérieurs aussi. Toujours bien sûr différent en fonction des souches, mais entre la levure fraîche et la levure âgée, plus âgée, voilà, on ne note pas non plus ici de différence significative. Pour les lagers, donc là les trois souches ici sont présentées, donc la, S23, la W3470 pardon, dont on a parlé tout à l'heure, et les deux autres. Donc là encore, vous avez la production d'éthanol, donc on arrive, que la levure soit jeune ou plus âgée, à 4 ans, à 4 ans de vieillissement. Donc vous voyez qu'on arrive toujours à atteindre la même quantité d'alcool sur une levure âgée, plus âgée que si la levure était fraîche. Là toujours, donc la production d'alcool par jour. Alors là, ici, effectivement, on a un petit peu plus de différence, mais encore une fois, à prendre en compte cette marge d'erreur, d'incertitude sur les données, qui, d'un point de vue statistique, ne donne finalement pas de différence. Et la production des esters et des alcools supérieurs sur ces souches lager, encore une fois, pas de différence notable. Alors ici, on a tendance à voir un peu plus d'alcool supérieur qui serait produit pour une levure qui aurait 4 ans, mais de nouveau, statistiquement, significativement, on peut dire qu'il n'y a pas de différence. Deuxième partie sur ce point qui concerne la durée de vie, les conditions de conservation de la levure. On va voir quel est l'impact de la température de stockage, bien sûr. Donc c'est important de se dire, ma levure, finalement, voilà, si elle a 4 ans, je peux toujours m'en servir, je peux toujours l'utiliser, mais par contre, comment je la stocke et surtout à quelle température. Donc là, cette fois, on est sur des tests de vieillissement, mais alors, tout à l'heure, on a parlé de tests de vieillissement accéléré. Donc on va, de manière volontaire, faire vieillir la levure, entre guillemets. Ici, par contre, la levure a vieilli naturellement. Donc on a utilisé de la levure fraîche et puis donc, de la levure vieillie, mais de façon naturelle. Donc là, elles ont, les levures qu'on va voir après, ont 3 ans et 8 mois, donc on peut dire 4 ans. Mais ce qui est important de voir, c'est qu'elles ont été, donc cette levure a vieilli, mais elle a été stockée à différentes températures. Donc à -20, donc là on peut carrément parler de congélation, hein, à 5 degrés et 25 degrés Celsius. Et on va regarder ce qui se passe en termes de viabilité, toujours, le déroulé de la fermentation, et d'un point de vue sensoriel. Ici, donc la SAFEL S04, donc toujours comprendre que si on est à 100%, c'est la levure fraîche qui représente 100% de viabilité. Et là, on regarde ce qui se passe pour la levure qui a 4 ans, mais qui a été stockée à -20, qui a 4 ans, mais qui a été stockée à 5 degrés Celsius, et la levure qui a 4 ans de vie, mais qui a été stockée à 25 degrés Celsius. Là, ici encore, très peu de perte de viabilité par rapport à 100%, si on imagine 100%, c'est la levure fraîche. On a très peu de perte de viabilité, alors que la levure a été aussi bien congelée que stockée au frais, que stockée à 25 degrés. Et donc, pour rappel, elle a quand même 4 ans de vie. Donc, c'est vrai que sur les fiches techniques, vous retrouvez, c'est donc mentionné qu'il est préférable de stocker la levure au frais si on a un stockage supérieur à plusieurs mois. C'est vrai que c'est préférable, mais bon, en tout cas ici, en termes de viabilité, donc après il faut voir ce qui se passe, hein, bien sûr, sur la performance pendant la fermentation et tout ce qu'elle va produire, les volatiles. Mais en tout cas, en viabilité, quand on va compter les cellules, eh bien, on perd très très peu de viabilité. Toujours sur cette S04, le déroulé de la fermentation, vous voyez ici on parle de 15 plateaux et vous avez donc plusieurs courbes. Donc la levure toujours fraîche, la levure qui a 4 ans, qui a été stockée à 5 degrés, -20 et 25 degrés. Donc là, on est sur un mou qui a 15 plateaux pur malt, fermentation à 23, 50 grammes par hectolitre pour son dosage, et sur des essais donc d'assez petits volumes de 50 litres. Qu'est-ce qu'on voit? Encore une fois, la levure, qu'elle soit jeune ou qu'elle soit plus âgée, mais est stockée à différentes températures, arrive au terme de la fermentation. Donc on arrive, quoi qu'il arrive ici, à la même densité finale. Ce qu'on voit ici, un léger petit décrochage avec cette levure fraîche, donc qui pourrait être un petit peu plus rapide, si je puis dire, un peu plus vivace. Mais finalement, quand on regarde, la fermentation s'est déroulée de la même manière
suivant ces différentes levures utilisées ici. Là, sur le profil sensoriel, donc j'ai pas le détail comme tout à l'heure, les mesures des esters totaux, des alcools supérieurs. Ici, c'est plutôt d'un point de vue gustatif, ce qui en ressort du panel sensoriel, donc sur cette S04, donc sur ces bières. Alors, vous remarquerez ici, je n'ai pas le résultat pour la levure qui a été congelée à -20, qui a été stockée à -20 degrés. Ça, c'est pour une raison que j'ignore, puisque c'était pas moi qui ai des propres... C'est pas moi qui ai fait donc ces résultats-là, donc ça nous permet de comparer la levure fraîche, qui est ici sur la ligne orange, et donc les deux levures qui ont été stockées à 5 et à 25 degrés. Donc S04, bien sûr, alors, elle est quand même connue pour être assez neutre, mais qui va dans le produit fini, dans la bière, on a quelque chose quand même d'assez fruité. Donc on voit, à la limite ici, la levure fraîche va permettre de donner ce côté fruité un petit peu plus fort, un petit peu plus intense que une levure qui a été stockée, qui est déjà âgée aussi, vieillie, donc qui a déjà 4 ans de vie et qui a été stockée à 5 ou à 25 degrés. Qu'est-ce qu'on voit ici? Le côté un peu céréal aussi, que la S04 peut, comme elle est assez neutre, elle va laisser la place aussi au côté maltais, assez maltais dans une bière. Donc là, pareil, le côté un petit peu sucré, une amertume qui est là aussi, et le côté un petit peu floral. Mais dans tous les cas, eh bien, on a quasiment le même schéma, les mêmes résultats obtenus sur ce graphe-là pour le profil aromatique des bières faites avec ces levures. Si on regarde maintenant sur les lagers, la W3470 ici, qui est, je vous présente les résultats. Donc en termes de viabilité, tout à l'heure, vous vous rappelez sur la S04, on voyait qu'on ne perdait pas en viabilité, que la levure ait été stockée à -20 ou à 25 degrés ou à 5 degrés. Ici, par contre, je disais, les lagers sont toujours un petit peu plus sensibles, et donc là, on le voit assez bien ici, en partant toujours du principe qu'à 100%, on est sur la levure fraîche. Ici, vous avez la levure qui a déjà 4 ans. Là, stocké à -20 degrés, donc on perd 20% de viabilité. Un stockage au frais à 5 degrés, on perd très peu. Et puis, donc un stockage même à 25 degrés, alors là, on perd 40% de viabilité. C'est pourquoi au global, on dit de stocker, de conserver la levure plutôt au frais. Donc c'est surtout, c'est vraiment important pour les lagers. Donc la fermentation ici, comment elle s'est déroulée, donc là on voit quand même assez nettement la différence aussi. Donc en orange toujours la levure jeune, fraîche, donc là la fermentation qui va assez vite et qui arrive à son terme au bout de 10 jours. À la levure stockée à 5 et alors à -20, eh bien voilà, on est un petit peu moins bon, moins performant que la levure fraîche, et on l'est par contre encore moins avec une levure qui a donc passé sa date d'utilisation et qui a été stockée plutôt à température haute, à 25 degrés. Donc là, vous voyez qu'on perd même sur la durée de fermentation, ça va prendre même jusqu'à 2 jours de plus ici. Après, toujours le même mot est utilisé pour toutes ces cas de fermentation-là. Donc ici, vous voyez, on était à 14 degrés, on avait même un petit peu surdosé la levure à 120 grammes par hectolitre. Voilà. D'un point de vue sensoriel, de nouveau, donc cette W3470 qui est aussi assez neutre, en tout cas qui est la plus neutre de nos levures. Qu'est-ce qu'on voit ici? Donc idem, je n'ai toujours pas le résultat pour la levure qui a été stockée à -20 degrés, mais ça nous permet encore une fois de comparer la levure fraîche avec une levure qui a 4 ans de vie et qui a été stockée à différentes températures ici. Donc là, on voit pour la levure fraîche, une levure assez neutre qui est donc un petit peu fruitée. Vous voyez, on est aux alentours de 4. C'est une échelle qui va de 0 à 8. Ça, c'est une échelle qu'on a au panel. Voilà, vous avez l'axe du fruité, et donc on vous dit noter entre 0 et 8. Donc, vous voyez ici, on se situe aux alentours de 4. Finalement, on n'est pas très loin aussi ici, donc pour une levure stockée à 25, un petit peu moins pour une levure stockée au frais. Mais voilà, finalement, comme la S04 qu'on a vu précédemment, l'aromatique est assez similaire suivant la température de stockage et la durée aussi de stockage de ces levures. Et dernière partie sur la durée de vie des levures, ça va être l'impact du stockage. Est-ce que ça va avoir un impact? Puisque ça, j'en ai parlé au précédent webinaire. Le concept easy to use que Fermentis a développé, donc c'est le fait d'ensemencer directement votre levure dans le mou. Maintenant, c'est de se dire, ben oui, la levure fraîche, ok, elle va très bien fonctionner, elle va fermenter et démarrer rapidement la fermentation
donc si je l'ensemence directement dans le moule, mais qu'est-ce qui va se passer si je la garde encore 1 an, 2 ans, 3 ans? Est-ce que quand je vais l'ensemencer en direct, j'aurai les mêmes résultats? Est-ce qu'elle ne sera pas un peu moins efficace, un peu moins performante, etc. Donc là, on revient sur des tests de vieillissement accélérés, donc pas naturels, donc on a vieilli de manière forcée, volontaire la levure. Donc là, on est sur un équivalent de 3 ans. Donc une date limite d'utilisation qu'on donne à 3 ans. Et on va comparer ce qui se passe entre toujours une levure fraîche et une levure qui a donc 3 ans ici. Et on va voir ce qui se passe ensuite. Donc là, on a fait des essais sur la US05, que vous connaissez certainement, et la S23 pour les lagueurs. Donc ici, deux graphes. À gauche, la levure fraîche. Donc vous avez 3 courbes qui se superposent aussi, on ne voit pas très bien. Donc en rouge, donc c'est pour l'US05 ici, c'est l'US05 qu'on a ensemencé directement dans le mou. La courbe bleue, ça sera pour l'US05, mais qu'on a réhydraté au préalable dans de l'eau. C'était de l'eau du réseau. Et l'US05 ici, la courbe en vert que vous voyez, c'est donc une levure US05 qui a été réhydratée dans un mou à 15 degrés plateau. Donc là, comme je disais, les courbes se superposent encore une fois. Donc la fermentation, on arrive aux alentours de 6,5 en alcool. Et au bout de 5 jours et demi, 6 jours, la fermentation, même 5 jours, la fermentation arrive à son terme. Donc déjà, à voir qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion. Donc, peu importe le fait qu'on l'ensemence en direct ou qu'on la réhydrate, on arrive sur les mêmes résultats, la même tendance, la même courbe de fermentation. Donc ça ici, c'est pour la levure fraîche. Et donc si on regarde sur une levure qui a 3 ans, ici pour ce test, donc toujours les mêmes conditions, un ensemencement direct, une réhydratation dans de l'eau et dans du mou, eh bien on arrive à terme toujours de la fermentation. Donc là, la levure, par contre, avait 3 ans. Donc l'ensemencement en direct, eh bien, quand on regarde sur une levure fraîche ou sur une levure qui a 3 ans de vie, eh bien le résultat est le même. Vous pouvez ensemencer toujours en direct dans votre mou une levure qui aurait 3 ans que vous avez conservée et qui arrive à date limite d'utilisation. Pour les lagers, c'est la S23 ici. Toujours les mêmes conditions, ensemencement direct, réhydratation dans de l'eau et dans du mou. On arrive au terme de la fermentation, on est aux alentours de 9 jours. Ici, donc, la levure fraîche, tout se passe bien. Et donc, ici, à droite, la levure qui a 3 ans déjà. Les mêmes conditions, ensemencement direct et réhydratation au préalable, eh bien, on arrive aussi sur les mêmes résultats. Donc, une lager, malgré qu'elle soit plus sensible, l'ensemencement en direct est toujours valable. Une levure qui a 3 ans, si vous avez une bonne viabilité, eh bien, elle va fermenter et vous pouvez l'ensemencer en direct sans problème. En conclusion de cette dernière assez grosse partie, eh bien, majoritairement, on voit que les résultats sont assez similaires, donc on peut dire qu'il n'y a aucune différence marquée, notable entre une levure fraîche et une levure qui aurait déjà 3 ou 4 ans de vie. À noter, donc je l'ai dit, les levures lager sont toujours un peu plus sensibles que les ale, donc la fermentation pourrait être un petit peu plus lente, c'est surtout ça qu'on a pu voir ici. Mais malgré tout, eh bien, elle arrive à son terme, donc vous pouvez toujours quand même utiliser une levure qui arrive à sa date limite d'utilisation. Donc là, ces tests nous ont permis, bien sûr, de prendre une marge de sécurité et d'apposer une durée de vie pour nos levures de 3 ans, que ce soit pour les ale, les lagers. J'ai rajouté Savbro ici, je vous en ai parlé, que ce soit LA01, HA18, tout ça, c'est donc des levures de fermentation haute aussi. De préférence, un stockage au froid, à l'abri de la lumière, à l'abri de l'humidité aussi. Donc si on conserve la levure sur une longue période, donc, comme je vous ai dit, sur les fiches techniques, si vous regardez, c'est écrit 3 mois. Au-delà de 3 mois, il va être préférable de la conserver au froid. Alors 3 mois, bon, 3, on va dire 6 mois, au-delà de 6 mois, si vous commencez à stocker des levures au-delà de 6 mois, c'est vrai qu'il vaudra mieux les conserver au froid. Dans la chaîne de distribution d'une levure, eh bien, nous, on la produit, on la stocke au froid, bien sûr. Comme on travaille avec beaucoup de distributeurs, chez les distributeurs, généralement, elle est stockée au frais. L'avantage, par exemple, par rapport à une levure liquide, la levure sèche, eh bien, le transport peut ne pas être réfrigéré. Et généralement, c'est ce qui se passe. Le transport n'est pas réfrigéré quand nos levures sèches vont transiter du distributeur jusqu'au client, même de chez nous jusqu'au distributeur. Là, il n'y a pas de souci avec ça. Alors vraiment, voilà, peut-être dans un milieu sec, ça c'est quand même assez important aussi, malgré qu'elles soient conservées sous vide, les éloigner de toute source d'humidité. La production d'ester et d'alcool supérieur, on l'a vu, et même sur le profil aromatique des bières, est assez similaire
suivant le type de levure, donc qu'elle soit produite depuis quelques mois ou alors que vous l'ayez stockée déjà depuis 3 ans, 2 ans. Et donc, une levure, ça c'était donc la dernière partie en ce qui concerne l'ensemencement direct, que ce soit une levure de nouveau fraîche ou qui ait déjà 3 à 4 ans de vie, l'ensemencement direct est toujours valable. Vous pouvez toujours ensemencer cette levure en direct dans le mou, même si elle a déjà 3 ans, 2 ans. Ça, c'est déjà des questions que j'ai eues. On m'a dit, OK, j'ai toujours la levure, ça fait 2, 3 ans, est-ce que je peux l'utiliser? Donc oui, et est-ce que, comme j'ai l'habitude de l'ensemencer directement, est-ce que je peux toujours procéder comme ça? Et oui, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, j'arrive au terme de ce webinaire. On a même été assez rapide, mais on arrive au bout. Donc là, ben, si vous avez des questions, alors moi j'ai vu sur le chat, donc je vois qu'il y en a quelques-unes. Donc on va y venir assez rapidement. Là, c'était juste pour vous présenter aussi les prochains webinaires. Donc ça, je ne sais pas si tout le monde a pu suivre le premier. C'était en septembre, donc c'était voie d'optimisation de la levure sèche. Là, on a parlé Easy to Use notamment. Donc aujourd'hui, on était sur cette thématique-là. Et donc la suite, ce sera des thématiques un peu plus spécifiques, si je puis dire. Voilà, par exemple, une étude de caractérisation de la W3470. Les études de caractérisation de souches, on les fait sur chacune de nos souches, puisque c'est bien de se dire, voilà, je vous dis qu'elle va être fruitée, qu'elle va être assez, voilà, elle va fermenter en 8 jours. Mais donc ça, c'est des choses qu'on a pu dire quand on fait fermenter souvent sur les mêmes conditions. Là, le but, c'est avec ces études de caractérisation, c'est de faire varier les paramètres comme la température de fermentation, la densité de départ et aussi le dosage de la levure. Qu'est-ce qui se passe si on sous-ensemence, si on sur-ensemence, si on va fermenter plus chaud, plus froid, etc. Donc là, sur la W3470, et par la suite, on pourra parler mix enzyme levure, on pourra parler bière acide. Je vous ai parlé du spring blanche, il y a aussi un webinaire qui sera dédié à cette thématique. Refermentation en bouteille aussi, et ça, j'ai déjà eu les retours du premier webinaire, il y a aussi un intérêt là-dessus. La tendance bière sans alcool, faible en alcool, et donc aussi un point sur les hard seltzer. Si vous avez 2 minutes, là, si vous flashez ce QR code, il y a un petit questionnaire qui vous attend qui prend pas plus de 2 minutes, c'est même un peu trop, je dirais. Hein, c'est 1 minute. C'est assez utile pour nous puisque on aime aussi avoir des retours du marché. C'est ça aussi qui nous permet d'innover, de sélectionner des souches ben voilà, pour répondre à vos attentes. Donc, n'hésitez pas à remplir ce petit questionnaire, ça serait super. Voilà, donc on va voir un petit peu maintenant s'il y a des questions. Bien. Donc Bruno, bah écoute, si Merci. tu peux me faire Merci beaucoup, Alexis. Donc, il y a quelques questions qui sont effectivement intéressantes qui sont tombées. Une première qui nous vient de Monsieur Bianchi qui dit lorsqu'on récolte donc sur des bières la levure en garde dans le cas d'utilisation d'une levure sèche, quel est le maximum de récolte possible? Donc moi je sais par expérience, mais c'est plutôt empirique, qu'on parle souvent de 6 fois dans l'industrie, mais entre de la fraîche et de la sèche, qu'en est-il? alors, si tu disais donc réutiliser 6 fois, effectivement, c'est ce qu'on entend assez couramment. Nous, c'est vrai que bah, forcément, c'est pas quelque chose qu'on va forcément mettre en avant, mais effectivement, la levure sèche peut se réutiliser, hein, on le sait très bien et ça marche très bien. Par mesure de sécurité, effectivement, on parle de 5 à 6 générations, 5 à 6 récoltes possibles à partir d'une levure sèche. Moi, je Toi, tu mettrais, as déjà réutilisé à 6 fois, à 6 générations. par contre, d'expérience dans le craft, moi je mettrais quand même une petite réserve sur la multiplication évidemment des contaminants. On n'a pas toujours des conditions aussi safe dans l'artisanat que ce qu'on a dans l'industrie, ni des quantités récoltées aussi importantes. Donc, enfin, parfois jouer aux sorciers en tirant trop loin, ça peut quand même être un peu risqué dans les petites brasseries en tout cas. Oui, ça c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais effectivement, il faut que ce soit fait dans des mesures d'hygiène assez strictes. Hein. C'est pour ça qu'on dit souvent que c'est à l'échelle industrielle. Après, en tant que craft, c'est possible. Hein. Il y en a qui le font. Dans le monde craft, c'est vrai qu'on entend plutôt 2 à 3 fois, 2 à 3 récoltes. Quoi. Alors, une autre question qui vient de Benjamin Barrier.
Existe-t-il des levures bio? Nous, en Belgique, en tout cas, dans notre brasserie, nous faisons de la bière bio avec vos levures et par défaut, elles le sont puisqu'elles ne sont pas génétiquement modifiées. Mais est-ce que c'est le cas pour toutes? Exactement. Donc les levures ne sont pas génétiquement modifiées. Maintenant, ce qui se passe aujourd'hui, quand vous voulez faire une bière bio, effectivement, vous prenez la levure Fermentis. Au niveau de la législation en France, c'est bon. La législation va évoluer, ça c'est certain. On ne sait pas encore quand et comment. Aujourd'hui, Fermentis, on a été capable de produire une souche déjà en bio, qui est une souche de vin, la VR44 pour son nom. Donc, une souche œnologique qu'on a fait produire en bio. Donc c'est possible. Je veux dire, de manière industrielle, c'est possible. La chose, c'est que c'est un petit peu compliqué d'un point de vue production, puisqu'il va falloir se sourcer en mélasse bio. Hein, c'est surtout ça le point le plus important. Et aussi, ça coûte assez cher. Donc, on y travaille, ça va venir. Sur la gamme brasserie, oui, effectivement, un jour, il y aura des levures bio, c'est certain. Alors, une question, enfin, elle est arrivée avant la réponse, je pense, mais je vais quand même la citer. Quels sont les risques en brasserie d'utiliser une levure périmée? Bah, ils ont été évoqués, justement, ils sont assez minimes. Ils sont assez minimes, effectivement. Donc, périmé, après, qu'est-ce qu'on entend par périmé? Si on est à date limite, on est à 3 ans, on est à 4 ans, vous l'avez vu, je l'ai expliqué, donc une fermentation peut-être un petit peu plus lente. Hormis ça, vous avez peu de risques d'utiliser une levure qui aurait 3 ou 4 ans. Après, si vous dites périmé, que vous l'avez depuis 10 ans, bon, effectivement, là, en viabilité, on va être assez mauvais, je pense. Donc, mais à 3 ou 4 ans, a priori, vous ne courez pas de grands risques de l'utiliser dans votre brasserie. Alors, une question d'un ordre un peu pratique, qui relève plus de l'incident, je suppose. Un paquet sous vide dans lequel l'air est entré, c'est-à-dire que le paquet n'est plus collé contre la levure, peut-il être utilisé sans risque? Alors, sans risque, zéro risque, non, bien sûr. Comme je disais, je l'ai dit, un paquet une fois ouvert de levure, ça c'est toujours la question, est-ce que je peux encore m'en servir? Je devrais dire non. Ouais. Normalement, c'est non. Maintenant, oui, j'ai des brasseurs qui me disent, bah, il avait 2 mois, il était dans mon frigo, puis je l'ai pas refermé. Bon. Et je m'en suis servi, ça marche très bien. Donc, c'est super, franchement super. Maintenant, nous, voilà, il n'y a pas de garantie derrière à 100% que ça va fonctionner. C'est pour ça que je parle de 7 à 10 jours maximum. C'est déjà assez énorme finalement. Et en plus de ça, voilà, il faut penser à restocker la levure derrière au frais, absolument, à refermer le paquet comme il faut, prendre toutes les mesures d'hygiène nécessaires, désinfecter quand vous l'utilisez, quand vous le refermez, et si possible le mettre sous vide. Mais quoi qu'il arrive, une fois ouvert, la levure, elle aura été au contact, même s'il est minime, de l'air, éventuellement d'humidité, de contaminants. Le risque est aussi là, hein, beaucoup sur les contaminants. Donc, sans risque, je ne peux pas vous dire sans risque à 100%. De préférence, oui, il faudrait utiliser un autre paquet. Si vous me dites, bah, c'est un petit paquet de 11 grammes et demi, je l'avais bien refermé, je fais 20 litres et je l'ai ouvert il y a une semaine, ça serait envisageable. Mais voilà. Oui. Je pense, dans le cas précis, hein, donc de la question de Monsieur François ici, qui était le paquet n'est plus collé, j'imagine qu'on parle plutôt de quelque chose d'involontaire, un sachet qui n'était pas entamé. Et je pense que c'est très difficile de répondre à ça parce qu'on ne connaît pas la cause d'entrée de l'air. Donc voilà, c'est à l'achat. Il vient d'intervenir, c'est à l'achat. Donc après, voilà, à partir du moment où ce n'est plus sous vide, c'est que ce n'est plus étanche. Et il est très difficile de répondre catégoriquement à ce genre de questions, je pense. C'est ça. Euh, Par extension, justement, une autre question de M. Cotard. Si un sac a été ouvert et que par après il est conservé à moins 20 degrés, est-ce qu'il doit quand même toujours être consommé dans les 7 à 10 jours? Ou est-ce qu'on peut aller plus loin? Alors ça, c'est assez difficile de répondre aussi. Alors une fois qu'il a été ouvert, théoriquement non. Euh, Parce qu'un contaminant qui est rentré quand vous l'avez ouvert, vous allez mettre à 20 degrés, mais le contaminant, il sera aussi à moins 20 degrés. Donc, dès que vous allez décongeler, utiliser votre levure, le contaminant sera là. Donc idéalement, non. Une levure encore, un paquet fermé, oui, vous pouvez le placer à moins 20 degrés et le conserver. Par contre, une fois que ça a été ouvert, je pense qu'il y a plus grand intérêt même à le garder à moins 20 degrés. Il faudrait effectivement plutôt le garder au froid, hein, aux alentours de 5 degrés, et puis le consommer dans les 7 à 10 jours. Euh,
Question de Monsieur Lambert. Est-ce qu'il est possible d'avoir un petit mot d'explication sur la façon dont on simule le vieillissement? Donc, le vieillissement accéléré, comment est-ce fait? Alors, le vieillissement accéléré, malheureusement, ça, je ne peux pas donner d'indication précise. C'est une recette assez secrète qui fait que D'accord. voilà, on arrive à simuler voilà, 4 ans de vieillissement ou 3 ans de vieillissement, c'est une température donnée à un temps donné. Mais ça, je ne peux Ouais. pas donner plus de précision. D'accord. Monsieur Lambert, postulez chez Fermentis et vous aurez les secrets d'Alcor. Désolé, monsieur Lambert. Euh, une petite dernière qui vient, mais j'imagine que la réponse c'est probablement un autre webinaire, mais est-ce qu'on peut parler un peu du diastaticus? De diastaticus, oui. Bon, après, là, j'ai parlé de microbio. Donc là, la question, oui. Parler de diastaticus. Alors, diastaticus, qu'est-ce que c'est? Ben, je pense que la question de cette personne, elle doit savoir ce que c'est. Une diastaticus, Saccharomyces cerevisiae, donc c'est les levures de fermentation haute. Une diastaticus, c'est quoi? On dit Saccharomyces cerevisiae, variété diastaticus. Et la particularité des levures-là, ben, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles sont des enzymes qui vont permettre d'aller dégrader tous les sucres, y compris les dextrines. Donc là, vous allez avoir une atténuation très très forte. Là, la levure va pouvoir consommer tous les sucres. Une diastaticus, oui, diastaticus, c'est aussi présent dans notre gamme. Donc on a deux souches diastaticus. C'est la W06 qui est plutôt pour les bières type bière à base de blé, bière blanche, et la BE134 qui va plutôt être style un peu bière saison. Donc diastaticus, effectivement, on en a. On a des diastaticus et des non-diastaticus. Voilà. Ok, merci beaucoup. Une petite dernière qui vient de tomber. Je crois que la réponse est non, mais je vais quand même te laisser répondre. Pour les petites brasseries, est-ce qu'il y a des conditionnements intermédiaires entre les 11 grammes et les 500 grammes? À l'heure actuelle, non. Effectivement, on passe du petit sachet de 11 grammes et demi au paquet intermédiaire, on va dire, de 500 grammes. C'est en projet également. Je n'ai pas de date à donner ou de format bien spécifique, mais c'est vrai que c'est en réflexion et ça, c'est des retours de marché qu'on a assez souvent, assez réguliers maintenant, où on pose ce genre de questions. Voilà, c'est à l'étude. Mais aujourd'hui, la réponse est non. Donc, Aujourd'hui, à ce jour, non. ok. Malheureusement. Ben, on a un peu fait le tour des questions posées et on est dans les temps. Donc, Ok. voilà. En ce qui me concerne, je remercie tout le monde, mais je te laisse conclure. Donc, Clôturer. Eh ben, écoutez, ben, merci d'avoir été présent. Comme vous l'avez vu, il y a d'autres webinaires qui sont à venir. D'ailleurs, Bruno, je crois que tu m'accompagneras encore sur plus d'un. avec plaisir. Je pense que le prochain, on va aborder, donc je parlais de la W3470, on va voir un petit peu plus en détail comment elle fonctionne. Donc, ben, n'hésitez pas à revenir pour les prochains. Vous avez encore ici le QR code qui est affiché. N'hésitez pas aussi à télécharger notre application si ça vous intéresse. Vous retrouvez dessus les fiches techniques, les détails un peu sur chaque souche. Vous avez aussi des petits outils à la conversion entre les degrés plateaux, la densité spécifique, les températures, des choses comme ça. Donc assez intéressant. Pour la diffusion du support, je vais en parler parce que ça, je sais que je vais avoir des questions certainement. Je ne peux pas communiquer vraiment le support. Par contre, je sais que les webinaires sont enregistrés et les vidéos seront un petit peu retravaillées. Elles seront mises à disposition. Parfait. Eh bien, merci beaucoup à tout le monde et bonne soirée. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à toi, Bruno. Merci à tous les participants qui ont écouté. Et puis, ben, passez une bonne soirée et puis on se donne rendez-vous pour le prochain webinaire.